Souvenirs d'un lointain passé, comme des mémoires oubliées. Les vestiges de nos ancêtres ressurgissent à la lumière. Pourtant, certains lieux préfèrent rester discrets, à l'abri des regards, plus loin, dans le silence. Avec un peu de chance, vous les découvrirez peut-être, en cherchant derrière une ruelle, au coin de quelques marches. La colline de Saint-Irénée, la Sainte Colline. Colline des Martyrs. Lugdunum, la colline du dieu Lug. Les Romains s'y installèrent il y a plus de 2000 ans, nous laissant de nombreuses traces de leur passage. Cybèle, Mithra, des noms évocateurs. L'église de Saint-Irénée domine le quartier. C'est une basilique cimetiériale, bâtie sur une ancienne nécropole qui fut utilisée pendant des siècles. La mémoire des anciens reste dans nos âmes, gravée pour l'éternité. On est à l'emplacement d'une nécropole qui se développe dès l'époque romaine et qui, surtout pour la partie où on est actuellement, est en activité entre le 5e et le 7e siècle de notre ère. L'intérêt, c'est qu'on va avoir une population importante fouillée, environ 800 sépultures, ce qui va permettre d'avoir aussi une idée de la population entre le 5e et 6e siècle, à la fois de leur pathologie, de l'âge auquel ils mouraient, mais aussi de la façon dont ils organisaient leur cimetière. Et ça a pu évoluer entre le 5e et le 7e siècle. Et tout ce qu'on va pouvoir recueillir comme impression sur le monde des morts va nous permettre d'avoir une idée de comment vivaient les gens entre eux avant de mourir. C'est vers l'an 150 après Jésus-Christ que l'Église chrétienne s'installa avec l'arrivée du premier évêque, saint Pothin. La vie des premiers chrétiens fut difficile. L'an 177, entre mai et août, la répression s'amplifia. La persécution fut terrible. Ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir un gros échantillon de la population fouillé en une seule fois, à une période assez récente, enfin en tout cas pour nous, qui fait qu'on va avoir des données cohérentes et pouvoir traiter 800 cas avec à peu près les mêmes données. Ça c'est ce sur quoi on compte beaucoup pour avoir des résultats significatifs.
Ce qu'on constate, c'est que par rapport à une autre zone qu'on a pu fouiller, ici, les tombes se superposent, alors que de l'autre côté, on avait simplement une seule rangée un seul niveau de tombe. Ça sous-entend qu'ici, on est resté plus longtemps, qu'on a commencé par s'installer ici et qu'on a préféré rester ici plutôt que de s'éloigner. La raison, alors ça c'est ce qu'on suppose, c'est que c'est probablement pour essayer de rester au plus près des saints et au plus près des églises, qui étaient donc Saint-Just et Saint-Irénée. Ce qu'on peut imaginer, c'est que la tombe du second évêque, enfin du deuxième évêque de Lyon, qui va être canonisé, va attirer plus de monde, donc que cette église va devenir probablement, enfin que cette tombe va probablement devenir d'abord une chapelle ou un lieu qui va attirer du monde, mais pour un petit culte, que ce culte va se développer, et que de la chapelle on va passer à une église, et ainsi de suite, à un monument de plus en plus grand. Moi, d'après les recherches que j'ai faites, tout semble indiquer que c'est bien à côté ou sur la tombe d'Alexandre et Épipode que la basilique a été construite. Il semble que le corps d'Irénée soit arrivé peu de temps après, mais au début du VIe siècle, rejoindre Alexandre Épipode dans la crypte de Saint-Irénée, la crypte qui avait un rôle funéraire. C'est là que les trois corps saints étaient enterrés sous des autels. D'ailleurs, exactement comme nous avons encore dans notre crypte les trois autels, Irénée, qui était quand même l'évêque, Alexandre, Épipode, Grégoire de Tours, qui est venu à Saint-Irénée à la fin du VIe siècle, nous décrit exactement les trois tombeaux, Irénée, entourés par ceux d'Alexandre et Épipode, exactement comme nous les avons encore. Mais à l'époque, l'église et la crypte, l'ensemble ecclésial, ne s'appelait pas encore Saint-Irénée, c'était la basilique Saint-Jean. Le premier calvaire que l'on voit à Lyon, on le voit sur le plan scénographique des environs de 1550, et il n'est pas à Saint-Irénée, il est à l'Anticaille. Il est sur la petite place, place de l'Anticaille actuelle, qui est en face de la maison de l'Anticaille, maison que Pierre Salat avait construite dans les années 1510-1520. Calvaire d'ailleurs qui sera détruit en 1562 lors de l'occupation protestante de Lyon de 1562 à 1563, qui fera aussi de grands ravages sur notre colline Saint-Irénée-Saint-Just, puisque la première, la grande église de Saint-Just, qui se trouvait rue des Maccabées actuelle, a été sapée, détruite à ce moment-là. Le cloître de Saint-Just qui l'abritait a également été détruit et Saint-Irénée a beaucoup souffert également. Mais bon, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, rien ne se passe, sauf que Saint-Irénée représentait toujours l'église des martyrs. On y venait en pèlerinage et la mémoire des martyrs était toujours vivace. Lettre des chrétiens de Vienne et de Lyon à leurs frères d'Asie et de Phrygie. Nous tous, en effet, nous avons craint, et avec nous sa maîtresse, laquelle était aussi engagée dans le combat et au nombre des martyrs, que Blandine, dans cette lutte, ne soit pas capable, à cause de sa faiblesse physique, de faire avec assurance sa confession de foi. Mais Blandine fut remplie d'une telle force qu'elle épuisa et fit capituler tous ceux qui successivement la torturèrent de toutes les façons du matin au soir. Eux-mêmes se reconnaissaient vaincus, ne sachant plus quoi lui faire, et ils s'étonnaient qu'elle respirât encore quand tout son corps était brisé et ouvert. Arestéus,
Janica, Pothinus, Pompeia, Cornelius, Zosimus, Mamia. Donc le lien entre martyr et Saint-Irénée, il traverse les siècles, mais il va se trouver concrétisé à la fin du XVIIe, en 1687, quand le chapitre de Saint-Irénée, les 6 chanoines qui desservaient l'Église, et notamment 2 parmi eux, les 2 frères Nivon, Nicolas et Antoine Nivon, Nicolas Nivon surtout, qui semble avoir joué un rôle majeur dans l'érection de ce calvaire. Et là, on décide, sûrement en liaison avec l'église de Lyon, différents monastères qui se trouvaient sur les pentes de la colline, voire à Saint-Jean, d'ériger un calvaire à Saint-Irénée. Les chanoines ont réutilisé des lieux anciens, les 2 chapelles superposées qui se trouvaient, on voit ça sur le plan scénographique de 1550, qui se trouvaient derrière l'église, à l'est de l'église. Il y avait la chapelle Saint-Nicolas qui surmontait une chapelle souterraine, un peu comme l'église Saint-Irénée et sa crypte, qui était dédiée à Saint-Antoine. Donc, les chanoines ont installé leur calvaire, 3 croix, sur l'emplacement de la chapelle Saint-Nicolas, détruite, mais on voit encore très bien le tracé d'une chapelle avec l'abside semi-circulaire. Donc, commence à prendre naissance tout de suite après l'érection de ce calvaire à Saint-Irénée qui dominait une partie de la ville, un chemin de croix urbain, un chemin de croix itinérant qui menait de l'église Sainte-Croix à côté de la cathédrale Saint-Jean jusqu'à Saint-Irénée. Dévotion et chemin de croix qui sera mise en forme, qui sera élaborée à partir des années 1730, toujours sous le patronage de notre chanoine Nicolas Nivon. Et il a aussi, lui, élaboré, perfectionné le fameux chemin de croix urbain, le fameux chemin de croix itinérant qui avait été initié par Nicolas Lange en publiant en 1731 un ouvrage où justement il décrit cette progression de l'église Sainte-Croix jusqu'à Saint-Irénée en s'arrêtant dans les différents monastères, les différentes églises, le Verbe incarné, enfin d'abord la Trinité, place de la Trinité, le Verbe incarné qui était à l'époque dans le Gourguillon, l'église des Minimes, l'église de Saint-Just, pour finir à Saint-Irénée. Et ce chemin de croix attirera toujours les Lyonnais tout au cours du XIXe siècle. Et au XXe siècle encore, la paroisse se servira de ce calvaire pour les processions, pour les cérémonies, la procession de la fête Dieu, la procession de l'Ascension, la procession du 15 août, utilisait toujours le calvaire jusque dans les années 1960. Le calvaire faisait vraiment partie de la vie de la paroisse. À Saint-Irénée, on tenait à son calvaire, à la ville de Lyon y tenait aussi, et les 3 croix ont assez vite été relevées dès 1802. Des pieuses demoiselles de la paroisse ont contribué à la relèvation du calvaire, mais c'est évidemment surtout entre 1814 et 1817, à la Restauration, qu'on voit ériger le calvaire monumental que nous voyons toujours aujourd'hui, parce que le premier calvaire était beaucoup plus modeste.
Et là, il s'agit de manufacturiers, en particulier Christophe Guillot, des mécènes pieux et riches qui ont fait ériger ce calvaire monumental. Et il était déjà au milieu du XIXe siècle bien abîmé. Il a été restauré par Fabiche, là encore dans des limites peut-être un peu étroites, et quelques restaurations partielles par-ci par-là, 1900, 1921, où on a encore arrangé les statues. Après, plus rien. Hélas, hélas. Malgré sa dégradation, le lieu reste magnifique. Des artistes s'en sont emparés. Nous sommes devant une peinture de Fleury Richard, où on voit donc la crypte de Saint-Irénée, ce qui montre bien donc les artistes lyonnais, les peintres lyonnais du début 19e sont à la recherche donc d'un passé qui est important pour eux parce que c'est un passé donc qui va disparaître. On a plusieurs couvents qui ont été détruits à ce moment-là. Et ces peintres donc vont essayer d'utiliser dans leur décor donc ces architectures donc qui viennent du Moyen Âge. Donc en particulier cette crypte de Saint-Irénée. Et donc à Lyon, on va redécouvrir ces lieux particuliers, donc, alors dans la presqu'île bien entendu, mais également donc, sur les collines, donc Saint-Irénée. Bon, on va effectivement essayer de travailler à ce moment-là donc, bon, sur la Croix-Rousse aussi, bien sûr. C'est-à-dire qu'au moment où ces bâtiments disparaissent, les peintres vont les faire figurer derrière, donc comme je vous disais, comme décor. Et ici, celui-ci va être intéressant, puisqu'on voit cette crypte par derrière, avec cette perspective assez intéressante. Et on a deux personnages donc, qui ne sont pas liés à l'histoire lyonnaise, c'est-à-dire que ça permet de montrer que dans l'histoire lyonnaise, il y a des décors qui peuvent être utilisés pour une histoire beaucoup plus générale. C'est essayer donc de faire des rapprochements entre ces lieux lyonnais caractéristiques, qui sont très évocateurs d'une histoire religieuse, certes, mais qui sont évocateurs aussi en même temps d'une histoire beaucoup plus large, plus européenne, artistique, romantique en particulier, puisque là, donc, on est au début de ce qu'on appellera donc, le romantisme. Et Lyon est une ville très importante, puisque effectivement, c'est une des premières villes en Europe à essayer donc, de faire revenir justement ces images du Moyen-Âge. Le patrimoine artistique, il a beau être très beau, s'il n'y a pas cette... s'il ne résonne pas avec quelque chose qui est intérieur, bon, ben, il est beau à regarder, voilà, c'est tout, mais il ne peut pas inspirer. Donc, je pense qu'il est important dans la mesure où, je sais pas, il est la quintessence de quelque chose de culturel, d'une ville. Et si en plus, bon, ben voilà, il y a cette connexion qui se fait avec quelque chose d'intérieur, à ce moment-là, ça devient une théâtralité. On vit avec l'histoire, donc
Et il y a des couches d'histoire qui sont ensemble, qui vivent ensemble, qui cohabitent. Et justement, c'est ce qui donne une épaisseur au regard. Donc je pense qu'il n'y a pas à se poser la question. Enfin, si le patrimoine est là, il nous permet aussi de descendre dans notre histoire. Il y a des moments où la réalité qui nous entoure, alors ça peut être une statue à Bellecour, ou ça peut être rencontre quelque chose qui est à l'intérieur de soi. Donc le patrimoine, dans ce cas-là, voilà, peut générer des œuvres. Enfin, c'est un exemple même de choses qui appartient au XVIIe, mettons, c'est le XVIIe, et qui pour moi côtoie tout à fait, qui peut côtoyer un espace contemporain. Il y a une épaisseur de temps, il y a une épaisseur d'histoire et de pensée. Donc tout ça, pour moi, fonctionne très bien ensemble. Les marques du passé sont partout présentes dans le quartier. Aujourd'hui, celui-ci reste vivant grâce aux associations. Un groupe de personnes s'est réuni et a fondé, s'est réuni à partir de 1994 et a fondé début 1995 notre association culturelle des sanctuaires de Saint-Irénée et de Saint-Just. L'objectif a été en partie réalisé puisque beaucoup de pèlerins viennent même du fin fond de la Russie actuelle, beaucoup de pèlerins orthodoxes. Mais il demeure un gros problème, c'est celui du calvaire. En réalité, un premier chiffrage avait été réalisé par le cabinet de l'architecte en chef des monuments historiques Didier Replin en 1996. Et les énergies n'ont pas été suffisantes dans les années 2000 pour faire aboutir le projet de réhabilitation. Depuis peu, d'autres initiatives ont été prises. Nous avons entre autres déposé avec le style Saint-Just, Saint-Irénée, Fourvière une demande d'inscription du calvaire comme un monument historique à part entière. D'autres éléments peuvent concourir au succès de l'entreprise, en particulier l'installation de l'archevêque de Lyon dans les nouveaux bâtiments de la maison diocésaine juste à côté de l'église Saint-Irénée, et aussi des initiatives de la mairie du 5e arrondissement. Un parcours patrimonial est actuellement en voie de réalisation qui permet de relier des lieux aussi importants que Fourvière, beaucoup plus connus de nombreuses personnes hors de Lyon. Également la maison Pauline Jaricot et d'autres lieux, dont Saint-Irénée et bien sûr la collégiale Saint-Just qui fait partie aussi de nos préoccupations. Le calvaire de Lyon est visible tous les jours de la semaine en rentrant dans l'enclos de l'église Saint-Irénée. Il est même visible, on peut l'entrevoir, de la rue des Maccabées. Bon, la chapelle du Sépulcre, elle, est condamnée et on ne peut pas y aller en raison de sa dangerosité. Nous sommes actuellement dans la chapelle du Sépulcre, la dernière station du chemin de croix, la 14e. Jésus est mis au tombeau. La partie supérieure avait été démolie pendant les guerres de religion en 1562. Et donc, on a réutilisé donc, la chapelle inférieure pour faire la dernière station du chemin de croix. Jésus est mis au son tombeau. Au-dessus a été installé l'autel avec les 3 croix. Jésus meurt sur la croix. Et cet autel supérieur est exactement à l'aplomb de celui de cette chapelle, sous lequel se trouve un gisant du Christ du XVIIIe siècle.
le fait d'avoir à Lyon la chance d'avoir un des derniers calvaires urbains existants encore en France m'avait toujours intéressé et je me disais pour quelle raison est-ce qu'on n'essaye pas de mettre en valeur le dernier calvaire de Lyon puisque la colline de Fourvière est une colline qu'on appelait au siècle dernier la Sainte Colline, avec des réseaux de promenades tout à fait exceptionnels. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas ce calvaire en valeur? Et quand une association, il y a 25 ans, s'est passionnée pour ce problème du calvaire, j'ai immédiatement répondu à leurs sollicitations quand ils m'ont demandé de participer à leur action. Et donc, je me suis intéressé à la valorisation de ce calvaire. Aujourd'hui, c'est très difficile de s'intéresser à la valorisation d'un lieu qui est inaccessible et que personne ne connaît plus maintenant. Quoique, on voit toujours ce calvaire dans la ville quand on lève le nez et qu'on l'aperçoit vers le clocher de Saint-Irénée. Donc là, les problèmes qui se posaient il y a 25 ans se posent encore aujourd'hui, sans doute avec un peu plus de difficultés parce que 25 ans sont passés. Mais je pense que ce serait important de valoriser cet espace pour, au cœur d'un circuit touristique à travers la colline de Fourvière, qui a des tas de lieux à la fois au niveau antique, au niveau Renaissance et au niveau religieux qui méritent la mise en valeur. Et je suis, là c'est tout à fait à titre personnel, un petit peu choqué et surpris qu'une ville inscrite au patrimoine mondial de l'humanité laisse un site dans un tel état d'abandon et aussi de non-entretien. Je pense que lorsque l'on réhabilitera ce calvaire, il conviendra de le faire renaître, j'aime bien ce mot renaissance, de le faire renaître dans un esprit d'ouverture, de partage et de tolérance qui peut être en droite ligne de notre histoire sociale lyonnaise. Il faudra, je pense, à ce moment-là, oser faire appel à des artistes contemporains. Je pense que ce lieu doit devenir un espace de son temps. Et il faudra solliciter sculpteurs, peintres, poètes, fresquistes, éclairagistes, metteurs en lumière pour faire de ce lieu un lieu dédié, je pense, à l'écuménisme, à l'interreligiosité, et en fait, en un seul mot, relié à l'humanisme, tel qu'on l'aime le pratiquer à Lyon. De trouver un artiste contemporain qui fasse un calvaire, bon, ça c'est aussi intéressant. Hein. Si ça peut susciter une création contemporaine, ça c'est sûr que c'est bien. Dans ce cas-là, c'est le contraire. C'est l'œuvre du XVIIe qui suscite quelque chose de contemporain. C'est une évidence que ce calvaire clos et fermé ne répond absolument pas à ce type que j'imagine, moi, à l'intérieur d'un circuit touristique. Donc, ce calvaire pourrait aussi bien être transformé de façon différente, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les formes, non seulement de piété du public, mais l'intérêt du public, sont différentes de ce qu'elles étaient il y a 50 ou 100 ans, ou plus. Donc, ce qui est important dans le calvaire, ce sont les croix qui dominent la ville, et puis la vue que le public a depuis le calvaire sur la ville. Et donc, moi, je serais assez partisan, si une opération se lançait, pour que ce calvaire soit, j'allais dire, simplifié. Il y a des éléments actuellement qui sont en très bon état, il y en a d'autres qui sont en mauvais état. On n'est pas forcé de tout refaire comme on avait fait dans le temps. Bien, je suis un habitant du 5e et j'aime bien me promener sur ce plateau qui recèle tant de richesses et dont certaines sont méconnues. En particulier, ce petit cloître que j'ai vu dépérir progressivement, mais qui reste tout de même encore magique. Quand on y vient,
on a une impression de recueillement qui persiste quand même et qui montre tout l'attachement que les Lyonnais ont voulu pour ce lieu. Je crois qu'il faut que ceux-ci réadoptent ce lieu, qu'ils viennent le voir parce qu'ils le méritent vraiment et que c'est un enrichissement pour la ville de Lyon et pour le 5e. Je souhaite qu'il puisse reprendre vie parce que c'est avec tristesse que je le vois dépérir et je ne voudrais pas qu'il meure. Lors de la rénovation de la place Saint-Irénée, qui a duré fort longtemps et qui a dévoilé beaucoup de trésors archéologiques, nous avions parlé du calvaire, mais enfin, on n'a jamais abouti dans les demandes fréquentes pour la restauration de ce calvaire. Et donc, on ne perd pas courage, on continue, il faut s'atteler, il faut s'acharner et nous y arriverons. J'ai un faible pour le quartier Saint-Irénée parce que je trouve que c'est un quartier méconnu qui est aussi dans le périmètre UNESCO depuis 1998 et qui malheureusement a été laissé à l'abandon. Méconnu des Lyonnais, méconnu bien sûr des autres personnes qui viennent nous voir à Lyon, il faudrait simplement leur dire « Attendez, venez à Saint-Irénée, venez voir ces ruelles du Moyen-Âge. Venez voir aussi cette maison Renaissance. Bien sûr, elle n'a pas été réhabilitée comme celle d'en bas, mais au XVe siècle, au Moyen-Âge, nous étions le haut quartier de Lyon. Alors pour tout ça, je me suis beaucoup investie pour qu'on porte cette parole auprès des Lyonnais et beaucoup plus loin pour faire enfin renaître ce calvaire tel qu'il devrait être, à la valeur de la mémoire, de cette mémoire lyonnaise que nous avons et qui actuellement est oubliée sur ce quartier. Alors, je repose ma question que j'avais écrite dans un article pour le bulletin municipal officiel. Quel devenir pour le calvaire de Lyon? Qu'on garde quand même malgré tout des repères, des témoignages de ce patrimoine qu'on a ici, évidemment avec Saint-Irénée, avec les mausolées, ça me paraît évidemment indispensable. On ne peut pas être simplement dans le présent, il faut quand même un minimum de racines. Dans un avenir proche, on sent effectivement qu'on pourra peut-être sacrifier ces bâtiments. C'est dommage, parce qu'effectivement, ça fait partie de notre histoire. C'est un truc qui est beau et évidemment qu'il faudrait préserver. Hein. Le site est intéressant, est paisible, est beau. Il évoque d'ailleurs des époques révolues, puisque les sarcophages, les cyprès qui ont été plantés tout près du calvaire en 1945 évoquent là aussi cette période de l'époque paléochrétienne, des martyrs. Il y aurait quelque chose de très bien à faire. Et ça serait quand même vraiment dommage de voir disparaître ce monument qui est unique. En oubliant le calvaire de Saint-Irénée, c'est tout un pan de notre histoire qui risque de nous échapper. À notre époque de grandes mutations, il est vital et capital de garder vivant le message que nous laissent nos ancêtres. C'est un message d'amour, de paix et de tolérance.